tragédie espagnole est l'une des pires d'un XXe siècle riche en barbarie. Le soulèvement victorieux du général Franco et de ses troupes contre le gouvernement républicain fait 400 000 morts en 3 ans dans un pays de 26 millions d'habitants. Hitler et Mussolini apportent leur soutien aux franquistes. Les républicains en grand nombre sont contraints à l'exil. Dans la vallée de Los Caídos, les prisonniers vaincus sont forcés de creuser la montagne pour y construire un mausolée, afin que Franco y soit un jour inhumé et célébré. Ils y sont morts par milliers, et leurs corps ensevelis sur place. Il n'y a pas eu de rupture pour sortir l'Espagne de 35 années de dictature franquiste, mais un processus de passage progressif vers la démocratie, la transition. On a fait le choix alors de ne punir personne et de jeter un voile sur les crimes du passé. À Madrid, une exposition consacrée à ces 6 années décisives revient sur ce silence imposé à la mémoire. C'est l'occasion de rappeler la cruauté du régime franquiste jusqu'au bout. Car pendant les 35 ans durant lesquels Franco a imposé sa loi, une féroce répression des opposants n'a jamais cessé d'ensanglanter l'Espagne. Ainsi, ces 5 de Burgos, résistants accusés de terrorisme, fusillés quelques semaines avant la mort du dictateur. Ou encore Salvador Puig-Antich, un anarchiste catalan condamné sans preuve et supplicié par le garrot en mars 1974. La transition démocratique n'a pas rétabli la République que Franco avait abolie. L'Espagne accepte l'autorité d'un roi, Juan Carlos Ier, pourtant choisi par Franco lui-même comme son successeur. Tandis que sont rétablies les libertés, le roi propose aux dirigeants des principaux partis politiques de s'engager ensemble dans la voie de la réforme. Il s'agit de sceller par-delà le sang répandu une volonté officielle de réconciliation. En octobre 1977, le Parlement adopte à la quasi-unanimité une loi d'amnistie pour tous les actes accomplis depuis le déclenchement de la guerre civile. Il n'y aura donc jamais de procès pour les innombrables auteurs des crimes du franquisme. Les victimes de la dictature ne verront jamais leurs bourreaux traduits en justice. On peut mesurer le chemin parcouru depuis la mort de Franco à l'écho de la Tertulia des Sabios, la Réunion des Sages, une émission hebdomadaire réalisée depuis Barcelone et diffusée dans toute l'Espagne. L'un des 2 animateurs est l'ancien secrétaire général du Parti communiste espagnol, exilé durant 35 ans, puis protagoniste majeur de la transition. Ainsi, à 93 ans, Santiago Carrillo a pris la figure d'un sage dont les avis sur la politique présente et passée de son pays sont attentivement écoutés. Les blessures ne sont pas bien refermées parce qu'en Espagne, le fascisme a été combattu jusqu'à la défaite de manière différente du reste de l'Europe. En Europe, le fascisme a été vaincu militairement et ses leaders ont été fusillés, pendus. En Espagne, on a dû profiter du moment où une brèche s'est ouverte dans le bloc franquiste. Et cette brèche s'est ouverte parce que l'Espagne avait besoin, comme on a besoin d'oxygène, d'entrer dans l'Union européenne et de s'intégrer dans le processus de mondialisation. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait jamais eu de jugement ? Non, pour moi non. En politique, il faut être réaliste. Si je l'avais regretté, je n'aurais pas accepté le pacte avec les réformistes. Mais à ce moment-là, le problème, ce n'était pas les morts. À ce moment-là, le problème, c'était les milliers de détenus dans les prisons de Franco.
À ce moment-là, le problème, c'était qu'on fusillait encore les opposants politiques. Et à ce moment-là, le problème, c'était les milliers et les milliers d'exilés qui ne pouvaient pas revenir en Espagne. Et l'amnistie était pour eux, était pour nous. Petit-fils d'un conseiller de Franco et ancien président du Parti populaire de droite, José María Aznar a précédé M. Zapatero à la tête du gouvernement espagnol. La décision de M. Zapatero de promouvoir cette loi de mémoire historique, à mon avis, c'est une forme de mettre en risque, en danger, tous les travaux dans la transition politique que les Espagnols ont fait. Et une des piliers fondamentaux de la transition espagnole a été ne regarder pas le passé, regarder le futur, ne remuer les corps, ne remuer les os de gens et faire un grand effort de réconciliation nationale. Si vous touchez ça, vous touchez un des plus importants actifs qui est la base de la transition et un des plus importants actifs des succès historiques de l'Espagne pendant 30 ans après de la transition. À mon avis, c'est une très très sérieuse erreur. Étoile montante du Parti socialiste dont elle est secrétaire à l'organisation, Leire Pajín appartient à une génération qui n'a pas connu le franquisme. Je crois qu'il y a des gens qui ont essayé de faire peser sur cette loi la sensation que l'Espagne allait de nouveau se diviser. Mais leur discours cachait sûrement autre chose. Il cachait ce refus de reconnaître ces hommes et ces femmes qui ont lutté pour la liberté de ce pays. Mais cette loi a été adoptée. Elle est appliquée et que je sache, ce pays n'a pas subi de fracture. Au contraire, il en sort plus digne parce qu'il a été capable d'honorer la mémoire de ces hommes et de ces femmes dont l'unique délit a été de lutter pour la liberté et la démocratie dans ce pays. Pour le psychanalyste Manolo Espina, la maladie de l'Espagne est finalement la maladie d'un deuil qui n'a pas été fait, d'un deuil profond. La loi sur la mémoire historique permettra-t-elle de dissiper les frustrations causées par la réconciliation de façade imposée par la transition ? À Barcelone, dans une Catalogne profondément républicaine, nombreux sont les Espagnols qui dénoncent ses insuffisances et ses lacunes. Pour la documentariste Montse Armengou, le deuil ne se fera que si une justice pleine et entière est enfin rendue aux vaincus de l'histoire. La loi de mémoire historique, c'est comme on dit en Espagne, vouloir et ne pas pouvoir. D'un côté, elle a répondu à une demande de la société, qui voulait faire quelque chose pour mieux refermer le passé. Mais bien sûr, elle n'est pas suffisante. Je reprends le mot de schizophrénie. Pourquoi la société espagnole doit-elle assumer une loi de mémoire qui ne permet pas d'annuler les procès très sommaires du franquisme? Pourquoi, nous dit-on, qu'en les annulant, nous mettrons en danger notre constitution? L'Allemagne l'a fait. Et les derniers vestiges de la législation nazie ont été dissous par un gouvernement démocratique, de droite, dirigé par M. Helmut Kohl. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il s'agissait d'un gouvernement révolutionnaire ou belliqueux. Voilà le problème. On nous propose une loi qui n'est pas allée assez loin par rapport à ce que vivent d'autres pays avec des situations extrêmement compliquées. L'apartheid en Afrique du Sud, 30 ans de guerre civile au Guatemala, le Chili, l'Argentine, etc. Pourquoi ne peut-on pas faire pareil ici? Et pourquoi on ne peut pas le faire?
Je pense que le grand problème de l'Espagne, ce n'est plus les victimes, qu'on connaisse le nom des victimes. Je pense que le problème, c'est qu'on apprenne le nom des bourreaux et les relations de ces bourreaux avec ceux qui, aujourd'hui, ceux qui, actuellement, dirigent la politique, la société et l'économie espagnole. Le 20 novembre, dans la vallée de Los Caídos. Comme chaque année, tout ce qui reste de la famille de Franco, sa fille unique et des nostalgiques de la dictature, s'y donnent rendez-vous pour célébrer l'anniversaire de la mort du caudillo. La loi interdit désormais que la manifestation ait des couleurs politiques, mais ceux qui viennent là ne sont pas prêts d'obéir. Franco repose selon sa volonté dans la nef centrale de la basilique auprès du chef de la phalange, José Antonio Primo de Rivera, exécuté en 1936 par les républicains. Des religieux veillent sur leurs dépouilles. ¡Viva España! ¡Arriba España! À Valladolid, le poète Marco Sana, qui a passé 23 ans de sa vie dans les geôles de Franco et qui 5 ans durant a été menacé d'y être fusillé, vient dire sa conviction à un auditoire d'étudiants en leur passant le relais en somme pour la suite des temps. Il ne s'agit plus de revanche, mais d'un souvenir à transmettre. Una cosa es la amnistía y otra cosa es la amnesia política, ¿no? Queriendo imponernos un olvido que nosotros no aceptamos, nosotros los que continuamos heridos. Como no hay que confundir la venganza con la justicia. Yo no quiero venganza. Yo lo digo muchas veces, yo me sentiría muy infeliz y muy desgraciado si yo ahora pensara que la única manera de compensar mi vida de sufrimiento, mis años de cárcel, mi pena de muerte, pues es rompiendo la cabeza del que me torturó, algo por no. Yo no puedo pensar así porque la venganza no es un ideal político ni es un fin revolucionario. El título del libro es el primer verso de un poema que escribí en la prisión cuando llevaba ya 22 años encarcelado y ya empezaban a difuminarse las cosas más normales de la vida. Se titula La vida. Decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerradura y sin llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer, dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis losas. 22 años, ya olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma, escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. Voisin de l'Espagne, le Portugal. Dans ce pays qui a pourtant subi un régime dictatorial de plus longue date encore que l'Espagne, la volonté de réconciliation paraît l'avoir emporté sur l'appel à se pencher sur le passé. On n'a pas eu, très important, une guerre civile. Le régime n'est pas né d'une guerre civile. C'est un régime qui est né, comme toujours, presque toujours au Portugal, d'un coup d'État militaire qui s'est transformé, qui a fait une dictature militaire au début et qui s'est transformé dans une dictature civile. Mais c'était un régime qui avait une police politique, une censure qui était très importante. Je pense qu'une des bases de ce régime était la censure, qui était très 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 large, qui couvrait tout, du privé au public à la politique, et qui a surtout réussi à travers les années à inoculer une passivité politique dans la population portugaise. Je souhaiterais ajouter quelque chose. Depuis quelque temps au Portugal, on entend des gens défendre l'idée qu'il aurait été possible de passer de la dictature à la démocratie sans qu'il y ait rupture, comme cela a été le cas lors du 25 avril. C'est complètement fallacieux.
Il est extrêmement facile de concevoir des hypothèses après que les événements ont eu lieu. Ceux qui racontent cela font preuve de malhonnêteté intellectuelle. Tout le monde sait bien que ce n'était pas faisable. C'était quelque chose de très difficile. Je dirais même qu'il était impossible d'envisager une transition pacifique après un régime comme celui-là, dominé par l'extrême droite, menant une guerre et une politique coloniale dont le pouvoir en place ne démordait pas. Il fallait qu'il y ait une rupture, une vraie cassure, afin de supprimer ce qui existait pour rebâtir autre chose. 1er mai 1974 à Lisbonne, une semaine après le coup d'État victorieux. Le communiste Álvaro Cunhal et le socialiste Mario Soares, leaders politiques en exil, sont de retour. Associés, mais rivaux. La démocratie ne s'installe définitivement que 2 ans plus tard. Après une période de troubles révolutionnaires qui, encore aujourd'hui, brouille chez beaucoup de démocrates la mémoire du lumineux mois d'avril. Une prison sur l'océan. Une autre mer, la Méditerranée, la Grèce, les Cyclades, d'autres prisons. Une dictature plus brève, mais tout aussi cruelle. En Grèce, le retour à la démocratie ne s'est accompagné d'aucun pardon. La justice est passée, impitoyable pour les colonels de la junte, au pouvoir entre 1967 et 1974. Pendant leur dictature, des milliers d'opposants ont été déportés dans les îles les plus inhospitalières de l'archipel. Les colonels reprenaient en cela les mêmes méthodes que celles des vainqueurs de la guerre civile de 1949. Après l'occupation allemande et la défaite du nazisme en 1945, une guerre civile atroce ravage le pays. La droite royaliste et ultra-conservatrice, soutenue militairement par la Grande-Bretagne d'abord, puis par les États-Unis, y défait une gauche issue de la résistance placée sous l'égide du Parti communiste. Ces déchirements moins souvent évoqués que ceux d'Espagne, et pourtant tout aussi tragiques, ont fait 150 000 morts. Et des dizaines de milliers de Grecs se sont exilés derrière le rideau de fer dans les pays communistes. En avril 1967, un groupe de colonels fomente un coup d'État qui jette à bas une monarchie discréditée et une démocratie incertaine. Affirmant protéger le pays d'un danger communiste, ils sont encouragés par les États-Unis. Les colonels qui s'installent au pouvoir y exercent un savoir-faire limité et expéditif et se livrent à tous les débordements. Arrestations massives, tortures, déportations. La justice est sans pitié pour les protagonistes du putsch de 1967. Elle leur inflige plusieurs condamnations à mort commuées en prison à vie. Derrière les murs de cette prison de Korydallos, les derniers survivants de la junte purgent encore leur peine. Les autres y sont morts. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 1974 ont refusé d'infléchir la sentence, persuadés que tout acte de clémence serait intolérable à la majorité des Grecs. L'affaire de Chypre occupe une place centrale dans le procès des colonels, accusés précisément pour cette affaire de haute trahison. Dans les derniers mois de son règne, affaibli par une agitation sociale et étudiante grandissante, la junte écarte le colonel Papadopoulos et porte à sa tête le colonel Ioannidis, farouchement nationaliste. Jouant son va-tout, la junte se lance alors dans la reconquête de la partie de Chypre soumise à la Turquie. Les États-Unis qui l'avaient soutenu jusque-là l'abandonnent. L'aventure se solde par un échec retentissant qui entraîne la chute immédiate de la dictature. La punition des colonels était absolument nécessaire. La Grèce est réconciliée après la guerre civile
nous avons normalisé la situation relativement vite. Parce que nous, comme peuple, nous oublions très vite. Il paraît que les Espagnols n'oublient pas si facilement que nous. Peut-être ils ont plus souffert de la dictature de Franco que nous et de la guerre civile. Mais la guerre civile aussi en Grèce était atroce. Atroce. Et tant même nous avons oublié. Tant même. Mais la volonté de solder le passé s'est aussi manifestée en Grèce de façon moins pacifique. Un groupe terroriste s'intitulant le 17N, en fidélité à la date du soulèvement de l'école polytechnique, a défié la police grecque pendant 27 ans. Après la chute des colonels, une poignée de militants d'extrême gauche qui considèrent que les tribunaux ont épargné trop de complices de la dictature décident de faire justice eux-mêmes. Assassinats, attentats, attaques à main armée ensanglantent le pays. Les victimes sont ciblées. Le chef de l'antenne athénienne de la CIA, un agent britannique, d'anciens tortionnaires, des politiques, des industriels. Bilan de ces crimes, 23 morts et plus de 50 blessés. Dans un premier temps, ces actions sanglantes paraissent être approuvées par une partie de l'opinion comme une vengeance légitime. Mais lorsque le 17N en vient à frapper des innocents et dérive vers une simple criminalité, les Grecs s'en détournent. Le groupe terroriste est démantelé en 2002 et ses principaux membres condamnés à la prison à perpétuité. Federico García Lorca n'a pas survécu à la guerre. Il a été fusillé avec 3 compagnons d'infortune dès les premiers moments de la rébellion par les troupes nationalistes. On croit savoir où est le corps du poète, près de Grenade, dans la Sierra Nevada. On n'a pas encore décidé de l'exhumer, et cette incertitude même incarne peut-être celle de l'Espagne, devant les douleurs infinies de sa mémoire. En peignant son Guernica, Picasso a immortalisé le martyre de la petite ville du Pays Basque, écrasée en 1937 sous les bombes fascistes. La toile a regagné l'Espagne, selon le vœu du peintre, après la disparition de Franco. Aujourd'hui, sa présence muette et immobile défie le temps. Elle est comme l'affirmation d'une mémoire qui, bien au-delà des enjeux du moment, l'emportera sur l'oubli.